Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Raphaël Dermasropian et je suis très heureux de me présenter devant vous pour ce premier campus partie digitale de Montréal. Donc, je suis Senior Technical Designer à Eidos Montréal. Je suis dans l'industrie du jeu vidéo depuis environ une dizaine d'années. Avant cela, je suis passé par d'autres studios prestigieux comme Ubisoft Montréal ou Warner Bros. Mais même si c'est un sujet qui me passionne tout particulièrement, je ne suis pas ici pour vous parler de ce que je fais tous les jours, encore que. Donc, optimiser ces processus grâce au jeu. Lors de cette présentation, je vais m'attacher à vous présenter comment être plus efficace, plus motivé et surtout plus heureux dans votre travail, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Tout ça grâce à quelques arcanes qui nous viennent du jeu. Alors, comme je le disais, personnellement, j'adore mon travail. Je suis un vrai passionné. On peut dire qu'en cela, j'incarne en quelque sorte la célèbre phrase de Confucius qui dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Donc, c'est sûr que ça commence bien la journée quand on peut se dire qu'on incarne une phrase de Confucius, pas vrai? C'est sûr que j'aurais dit que j'incarnais une phrase de Nietzsche. J'aurais été un petit peu moins souriant. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. En effet, avant de travailler dans le jeu vidéo, j'ai fait quelques études, notamment, j'ai dû faire mes études, mais j'ai surtout dû travailler un petit peu dans des jobs un petit peu moins reluisants, en tout cas qui m'intéressaient moins, notamment des jobs de fast-food. Puis, même à ce moment-là, j'avais quand même besoin de trouver une raison pour moi de venir travailler et d'être quand même motivé à faire ce travail. Puis du coup, je me suis créé un genre d'autre phrase qui dit « Trouve le but du jeu dans ton travail et tu t'amuseras toute ta vie ». L'avantage avec cette version-là, c'est qu'on peut appliquer ça à peu près à tout et n'importe quoi. Tandis que dans le cas de Confucius, si jamais le travail que tu aimes ne te permet pas de réaliser tes rêves en termes personnels ou professionnels, tu es un petit peu bloqué. Tandis que là, au moins, tu as toujours moyen de trouver une façon de t'amuser dans ce que tu fais qui prend à peu près un tiers de ta vie facilement. Donc, un des objectifs de cette présentation, ça sera de trouver le jeu qui se cache dans notre travail. Puis, pour cela, on va commencer par établir certaines choses qu'on voit normalement en école de game design. Donc, le game design, c'est la conception de jeux vidéo. C'est une discipline dans laquelle on s'attache à connaître un petit peu la psychologie du joueur, comment l'amuser, comment le garder entertained. Puis, une des premières choses qu'on apprend dans ce genre d'études, ce sont les boucles de gameplay. Alors, les boucles de gameplay, de façon très simple, c'est une succession d'étapes qui nous permet de maintenir notre joueur intéressé dans notre jeu. Donc, ces étapes-là sont au nombre de 3, principalement. C'est d'abord les objectifs, qui est donc le but à atteindre. C'est aussi les challenges, donc du coup, toutes les actions pour atteindre cet objectif. Et enfin, la récompense, c'est la petite carotte qui est au bout, qui nous motive justement à passer outre tous les obstacles, tous les inconvénients que nous imposent les challenges et la complexité qui est incarnée par l'objectif. À noter que c'est une boucle, donc on a tendance à commencer généralement avec l'objectif, sauf que ça pourrait commencer de n'importe où. Donc, dans un objectif, se donner un but à atteindre donne logiquement des actions à réaliser pour l'atteindre, puis ces actions donnent nécessairement lieu à une récompense. Mais je pourrais très bien partir de « je veux une récompense », donc du coup, je vais réaliser un objectif, donc je vais obtenir des challenges associés à ça, etc., etc. Je pense que vous comprenez le principe. On va aller un petit peu dans le détail, parce que dans un jeu vidéo, les objectifs sont présentés aux joueurs, ils sont assez évidents, donc le joueur a juste à les suivre et il est sur une traque de train, il n'a juste qu'à continuer à les exécuter les uns après les autres. Dans la vie, ce n'est pas le cas dans une immense majorité des cas. Donc, pour cela, il est important d'identifier ses propres objectifs. Et quoi de mieux pour identifier ses propres objectifs que de s'identifier soi-même? Donc, pour cela, il faut réussir à connaître sa propre personnalité.
pour ça, il existe quelques modèles qui nous sont présentés par des psychologues, des sociologues, notamment le modèle de Bartol, qui est une personne qui a travaillé énormément sur la psychologie des joueurs dans les jeux multijoueurs, principalement ceux qui sont massivement jouables online, comme World of Warcraft, Conan ou tant d'autres. Puis, il a identifié qu'il y a existé 4 profils principaux. Alors, à noter que ce sont des axes entre acting, interacting et players et world. Donc, on peut se situer un petit peu n'importe où là-dedans. Il n'existe pas juste 4 types de joueurs. Il existe toujours toute une palette, toute une série de dégradés, si on peut dire, pour définir qui nous sommes. Puis, ces axes-là, donc acting, interacting, players, world, nous permettent de savoir si on est principalement un killer. Alors, le killer, c'est celui qui est généralement pas très aimé par tout le reste, parce que c'est celui qui ira au maximum à la confrontation et qui cherchera à éliminer ses obstacles, voire même éliminer les autres joueurs dans le jeu. On va se calmer, hein. Mais plus précisément, ils cherchent à agir donc sur les joueurs et à leurs dépens. Ils ont des objectifs qui correspondent à de la domination. Les achievers, eux, ce sont ceux qui veulent terminer tous les challenges proposés. Ils cherchent à accomplir des objectifs et à agir sur le monde. Ils ont donc des objectifs qui sont plus des objectifs d'accomplissement. L'explorer, en revanche, est plutôt quelqu'un qui est surtout intéressé par l'univers du jeu, ce qu'il voudra tout connaître. Il cherche donc à découvrir des éléments et à interagir avec le monde. Ils ont donc des objectifs plus de découverte. Et enfin, le socializer, c'est celui qui joue au jeu pour les interactions sociales. Donc, lui, il recherche plus la connexion humaine et à interagir avec les joueurs. Pour le socializer, il pourrait même trouver quand même son plaisir dans un jeu solo, type Skyrim, pour ceux qui connaissent, dans lequel il y a multitude de de personnages non jouables, et qui ne sont pas donc du coup incarnés par un vrai joueur derrière l'écran. Et ils trouvent quand même un truc intéressant là-dedans, parce que eux, leur objectif, ce sont des objectifs relationnels. Donc, à chaque fois, vous allez noter que j'ai donné les types d'objectifs qui correspondaient à chacun de ces profils. Il en existe beaucoup d'autres d'objectifs qu'on peut avoir, mais ce modèle de Bartol est assez limité dans notre vue personnelle pour notre vie. Dans le jeu, ça s'applique très bien, mais dans notre vie, pas trop. Donc, du coup, il existe d'autres modèles sur lesquels on pourrait se baser. Il en existe encore d'autres, hein, des modèles psychologiques, il en existe vraiment énormément. Mais un des modèles que j'aime personnellement beaucoup, c'est celui de Myers-Briggs, qui lui va répartir entre 16 personnalités les gens, avec justement toute une description que vous pouvez trouver sur les sites sur Internet de 16 personnalités, qui permettent de savoir un petit peu mieux comment on interagit, quels sont nos objectifs. Évidemment, là encore, ce sont des axes, donc on n'est jamais 100% healer, on n'est jamais 100% opérateur ou provider, ou peu importe. Ce qui est important là-dedans, c'est de se représenter pour savoir à peu près où est-ce qu'on se situe, pour savoir quels objectifs nous correspondent. Une fois qu'on a trouvé les objectifs qui nous correspondent, il faut aussi faire attention aux challenges. Alors, les challenges, il faut les sélectionner en même temps que nos objectifs, souvent. Pourquoi? Parce que associé à certains objectifs, il existe des challenges, comme je le disais dès le départ, mais il faut identifier 2 choses. D'abord, la variété de challenges. Si vous restez toujours sur des challenges qui ne correspondent pas à vos aptitudes, vous allez déjà être assez malheureux parce que vous allez juste pas y arriver et ça va vous frustrer. Donc, c'est important que même si vous avez trouvé un objectif qui vous convienne, il va falloir trouver des challenges qui vous correspondent. Et là-dedans, il y a donc une chose qui est importante, c'est de trouver aussi suffisamment de variété, de versatilité dans les challenges qu'on se propose. Mettons par exemple que j'aime beaucoup les challenges d'endurance, j'aime beaucoup courir. Eh bien, si jamais je ne fais que ça tout le temps, il est très probable qu'au bout d'un moment, je me lasse de ça. Il va me falloir trouver d'autres activités pour établir au travers d'autres objectifs pour me maintenir heureux. Si jamais je ne fais que courir, je vais juste, mécaniquement, juste être malheureux du fait que je m'ennuie au bout d'un moment de répéter la même chose. Puis, outre la répétition, ce qui est important, c'est aussi de vérifier la courbe de difficulté par rapport à l'objectif qu'on se donne. Si on se donne des challenges, enfin des objectifs qui donnent des challenges qui sont trop difficiles pour nous, on va finir frustré. On va finir dans la zone plutôt orange. Et ça, c'est vraiment une des pires choses qui puissent nous arriver parce que être frustré, être anxieux, c'est quelque chose qui va nous dériver
nous dévier de notre objectif et qui va faire qu'on va juste plus vouloir le réaliser, puis potentiellement, du coup, ne pas atteindre la récompense qu'il y a au bout. À l'inverse, si jamais je me propose des challenges qui sont juste trop faciles pour moi, eh bien, je vais juste m'ennuyer au bout d'un moment. À noter que dès le temps zéro de la courbe finalement de ce que je suis capable de faire, je peux me heurter tout de suite à des challenges beaucoup trop difficiles, mais je peux me heurter aussi à des challenges qui sont beaucoup trop faciles très rapidement. Et c'est là où en fait c'est assez dangereux parce qu'on risque très facilement de juste rester dans cette zone finalement de confort et de jamais s'en sortir. On reste difficilement dans la zone trop difficile parce qu'on en est juste éjecté naturellement. Mais ce qui est important du coup dans nos challenges, c'est de réussir à viser quelque chose qui nous permet de rester dans cette belle zone verte qu'on appelle le flow, pour la petite histoire, dans certaines théories de jeu, et qui correspond justement à cet équilibre permanent en évolution dans le temps. À noter du coup qu'un challenge qui peut être difficile à un moment, comme ici par exemple, ben, va devenir juste facile, voire même boring, un petit peu après. Et puis ça, on le verra justement avec les récompenses. Parce que les récompenses, on pense souvent en récompense à avoir plus d'argent, être mieux reconnu, C'est pas seulement ça. C'est aussi obtenir de nouvelles compétences. Une récompense, c'est aussi apprendre à manipuler un nouvel outil, apprendre à faire d'autres choses qui vont nous être utiles par la suite. Puis, ce qui est important, surtout avec les récompenses, c'est que c'est vraiment ce qui va être notre moteur dans l'accomplissement de chaque jeu. Si jamais je prends un jeu random et que ce jeu, au bout d'un moment, me propose trop de challenges, trop d'objectifs, sans me donner à la fin une récompense, je vais arrêter de jouer parce qu'il ne me donne pas la satisfaction de jouer. À l'inverse, un jeu qui va me proposer énormément de récompenses, comme c'est le cas par exemple avec un Candy Crush par exemple, ben, je vais plutôt devenir vraiment extrêmement addict à ce jeu parce que je me sens toujours bien par rapport à ce jeu. Et donc, là où c'est vraiment important, encore une fois, de cerner les récompenses, c'est que en tant que moteur, c'est ce qui va nous permettre vraiment de faire nos objectifs. Donc, si jamais je prends par exemple un exemple dans les jeux de rôle avec le sempiternel porte, monstre, trésor, la porte, ben, c'est un objectif, c'est traverser la porte, traverser un pont. Le challenge, c'est vaincre le monstre. Et la récompense, c'est le trésor. Sauf qu'on s'entend que si jamais, à la fin, je ne sais pas qu'il y a un trésor, je ne vais pas aller déranger ce pauvre monstre qui n'a sûrement rien demandé à personne. Il est juste là pour protéger un trésor, il n'a rien demandé à personne. Donc, éventuellement, identifier les récompenses qui nous attendent au bout vont nous permettre d'éviter certains objectifs qui ne nous intéressent pas. Donc, en soi, on arrive déjà à voir cerner beaucoup de choses par rapport à ce qu'on veut. Maintenant, il faut aussi considérer la portée d'une boucle. Parce que les boucles de gameplay ne sont pas seulement des petits chunks, ça peut être aussi des choses beaucoup plus long terme. C'est-à-dire que je peux avoir comme objectif long terme, avec donc ma boucle de gameplay long terme, de m'acheter une grande maison. Ben, en fait, m'acheter une grande maison, ça va passer par beaucoup d'éléments. Je vais passer par plusieurs étapes de moyen terme, il va falloir que je réussisse à accumuler suffisamment d'argent pour avoir accès à un prêt, pour avoir un truc. Mais pour accumuler suffisamment d'argent, je dois faire du coup quelque chose de beaucoup plus court terme, c'est-à-dire gagner de l'argent tous les mois, par exemple. Donc, au final, ce genre de boucle peut être peut avoir différentes priorités d'une part, et aussi différents scopes de durée. Un autre élément intéressant, c'est que généralement, quand on a un objectif long terme, si je prends l'exemple d'un jeu classique avec une histoire principale, ben, cet objectif long terme, c'est de terminer le jeu, sauf qu'on sait qu'on peut aussi s'aider à finir le jeu en remplissant des quêtes secondaires. Parce qu'en réussissant ces quêtes secondaires, on arrive du coup à se builder plus de compétences, plus de capacités. Et grâce à tout ça, on va se rendre le boss final beaucoup plus facile à résoudre. Puis, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans certains mèmes sur Internet, on voit littéralement le boss qui croit être vraiment extrêmement fort, sauf que le joueur qui a réalisé toutes les side quests avant ça arrive encore plus mastoc, et puis le boss fight au final est presque quelconque là, mais il y a aussi cette satisfaction quand même d'avoir réussi à défaire le grand boss en juste 2 coups d'épée, par exemple. Donc, au final, on parlait d'optimiser et en quoi tout ce que je viens de dire et répéter optimise.
c'est d'abord, ça vous permet d'avoir moins d'efforts superflus. Comme vous êtes focusé sur un objectif qui vous correspond, ben, naturellement, mécaniquement, vous perdez moins de temps sur tous les objectifs annexes qui ne vous intéressent pas parce qu'ils ne correspondent pas, soit parce que les challenges soit parce que l'objectif en tant que tel ne vous convient pas, soit parce que le challenge ne vous correspond pas, en tout cas aujourd'hui, et enfin parce que la récompense, est-ce qu'elle vous intéresse vraiment ou pas? Puis aussi, est-ce que ça se rentre dans la vision long terme que vous avez? Donc, c'est vraiment important de cerner tous ces éléments pour finir heureux, en fait, dans notre travail. Parce que autrement, on peut facilement se laisser suggérer d'autres objectifs qui ne nous intéressent pas, mais un patron, la famille vont nous dire « Non, non, mais ça, c'est bien pour toi, fais ça ». Sauf que si on identifie justement avant qu'on prend un petit peu plus de recul et qu'on voit que non, c'est de façon générale, tu as peut-être raison, mais pour moi, ça ne me correspond pas. Je ne veux pas faire ça. Donc, c'est important. Donc, c'est aussi important, du coup, d'identifier des stratégies. Et c'est là où l'importance de l'analyse va nous aider. Donc, notamment dans les jeux vidéo, on voit toujours les moments boss level, c'est-à-dire avoir le gros monstre qui va nous permettre de marquer la fin d'une phase, d'une séquence dans un jeu. Ce boss fight a généralement pour objectif de voir avec le joueur, OK, est-ce qu'il a vraiment bien compris toutes les mécaniques et du coup, est-ce qu'il est prêt à passer à la suite parce qu'il a bien intégré tout ce qu'on lui a appris. Dans certains cas, ça marche très bien. Le joueur va analyser le boss fight. Il va voir, OK, ce boss-là fait ce genre d'attaque. Donc, juste pendant qu'il est en train de prendre le grand souffle avant de me projeter des flammes en pleine figure, je vois à chaque fois qu'il a un petit feedback au niveau du coup. Ce petit feedback au niveau du coup, je l'ai vu dans d'autres monstres. Et ce petit feedback me dit, OK, il faut que j'attaque ici. Et ça passe par de l'analyse et de l'apprentissage. En soi, ces boss fights, donc du coup, nous permettent de faire le tri entre les personnes qui savent prendre du recul et analyser finalement le jeu, et ceux qui sont plus marteau de Maslow. Puis alors ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps dans mon travail. Si le seul outil que vous avez est un marteau, vous tendez à voir tous vos problèmes comme un clou. Donc, c'est extrêmement important de s'éloigner de ça parce que ce genre de comportement, c'est juste la voie rêvée pour l'obsolescence, pour être juste inapte au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que, mettons que j'ai un marteau et des clous. Puis, grâce à ce marteau et ses clous, j'ai réussi à faire tout plein de projets. J'ai réussi à construire une cabane à oiseaux, j'ai réussi à me construire un petit bureau, j'ai réussi à faire pas mal de choses. Super. Maintenant, il faut réaliser là-dedans que tous ces petits projets-là, effectivement, j'ai pu le faire avec un marteau et des clous, puis éventuellement des planches, mais j'ai pas appris à faire une coupe de planche, j'ai pas appris à faire des vis, à visser, à utiliser une perceuse, à faire beaucoup d'éléments, à faire beaucoup de choses qui sont autour de tout ça. Et du coup, ouais, j'arrive à planter des clous, sauf que à chaque fois que les objectifs deviennent de plus en plus hauts, si je reprends la courbe de difficulté de tantôt, je vais juste rester je vais arriver au bout d'un moment à quelque chose où je vais juste être incapable de le réaliser. Et au moment où je vais vouloir construire une maison en entier, je vais juste pas pouvoir parce qu'il va me falloir apprendre tellement d'autres éléments pour la construire. Et donc, à ce moment-là, je suis déjà presque perdu. Il va falloir rattraper tout le retard. Tandis que si à chaque fois, dans mes plus petites boucles de gameplay, j'avais pris l'opportunité et que j'avais vu la récompense qui m'attendait, c'est-à-dire me simplifier la tâche plus tard, j'aurais volontiers appris à utiliser une scie, à utiliser une perceuse. Donc, c'est là où aussi l'analyse est extrêmement importante pour optimiser nos processus. Finalement, optimiser, très souvent, les gens n'ont pas envie d'aller vers ça parce qu'ils considèrent que ça prend trop de temps, que c'est pénible, etc. Sauf que si jamais on applique la méthode que je vous propose, finalement, vous amusez en permanence. Et comme vous vous amusez, vous allez continuer à le faire. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple à chaque fois dans toutes les étapes de votre vie ou de votre carrière professionnelle. Et c'est ça qui est important. C'est trouver le bonheur dans notre travail. Encore une fois, le travail, ça représente à peu près, voire même presque plus, un tiers de notre temps de vie. Si jamais on ne s'amuse pas pendant ce temps-là, mais on est destiné à juste devenir dépressif, à être malheureux toute notre vie. Donc, pour moi, il était, au moment quand je travaillais donc, dans le fast-food, il était de nécessité sanitaire de trouver des jeux. Puis j'en trouvais plein. Je trouvais, tiens, il faut que j'arrive à faire ce temps de hamburger en plus de temps qu'un tel, ou trouver, comment trouver une façon de
réaliser la même opération, mais plus facilement, plus rapidement. Puis, c'est exactement le genre de choses qui nous attend. C'est de réussir à trouver le bonheur dans notre travail. Puis, surtout dans cette recherche du bonheur, il est important de réussir à sortir de notre zone de confort. Puis, encore une fois, quand on optimise, c'est un des plus gros problèmes qu'on ait, c'est qu'on a plutôt tendance à vouloir rester dans notre petit 2 mètres carrés. On est bien dans notre 2 mètres carrés, c'est tout cosy, on est heureux. Sauf que, si jamais on pense un petit peu plus long terme, le 2 mètres carrés va devenir pénible. Surtout que, au plus on reste dans notre 2 mètres carrés, au plus on va rajouter des meubles, au plus on va rajouter de la décoration, des choses qui vont nous engager à rester dans ce 2 mètres carrés. Sauf que si j'avais à la place, étendu mon 2 mètres carrés pour être dans une plus petite maison, mais après finalement une plus grande maison, etc., c'est une quête pour réussir à être heureux en permanence. Et cette quête, finalement, qui est assez infinie, il faut réussir à éventuellement s'arrêter à un moment, mais pas genre à arrêter de grandir. On peut juste trouver d'autres axes où grandir. Il y a plein d'exemples qui peuvent venir. Donc, l'objectif, finalement, c'est de faire de notre zone de confort le monde. Si je vais un petit peu loin dans la métaphore. Puis, l'avantage avec ça, c'est que c'est vraiment extrêmement addictif. Puis je vais finir là-dessus avant de prendre vos questions. C'est que de vouloir faire, nécessairement, on va vouloir apprendre. Puis quand je parle de vouloir faire, c'est pas juste « Oh, j'aurais peut-être envie de… » Non, c'est vraiment vouloir faire. Il y avait une histoire d'une personne qui habite en Gaspésie, puis là qui a fermé d'ailleurs son hôtel cette année, qui a créé en fait un château. Un soir, il m'a raconté ça alors que j'étais en voyage. Il voulait se construire un château parce que à la suite d'une soirée un petit peu arrosée, ça lui est venu là-dessus, puis il est resté focus sur ça. Puis là, il a créé comme ça le château Baya. Puis donc il se retrouve dans la baie des Chaleurs. Puis du coup, il a vraiment voulu faire. Puis il savait rien du tout sur la construction de château. Hein. Il connaissait absolument rien. Mais il a appris. Puis du coup, en apprenant, forcément, tu apprends. Donc du coup, tu veux réaliser ça. Puis ensuite, tu profites. Puis comme tu vois que tu profites, tu veux encore plus faire. Et tu retrouves finalement la récompense que tu cherchais. Parce qu'à partir du moment où tu profites, c'est là où tu as eu ta récompense. Et du coup, tu sais que c'est un bon système d'apprendre. Parce qu'à chaque fois, cette boucle peut se répéter à l'infini. La personne en question avait d'ailleurs construit d'abord une première tour. Puis ensuite, il en a construit une deuxième, puis une troisième. Puis là, il doit avoir à peu près dans les 80 ans. Puis il prend sa retraite. Parce qu'au bout d'un moment, il ne peut plus soutenir ça. Mais il a adoré faire ça. Donc, s'il y avait un mot de la fin pour ça, ça serait de optimiser vos processus et soyez heureux. Donc, maintenant, je vais prendre vos questions, si vous en avez. Puis, j'espère que ça vous a plu. Alors, l'équilibre entre les deux est assez important. C'est, comme vous l'avez vu déjà au niveau des profils, j'aime pas ce qui est très manichéen, c'est-à-dire quelque chose qui va être trop… on n'est pas seulement killer, on n'est pas seulement achiever ou quoi que ce soit. Donc, l'équilibre à trouver là-dedans est assez difficile et dépend surtout de chacun. Je pense que l'équilibre, vous le trouvez surtout à partir du moment où vous savez où vous voulez vous en aller. Si votre objectif final… si jamais les récompenses qui sont associées à vos side quests ne sont pas suffisamment intéressantes pour votre objectif final, c'est là où il faut vous dire que ce side quest, peut-être ne pas le prendre à ce moment-là, est une bonne chose. Mais personnellement, je suis quelqu'un qui suis extrêmement curieux et qui adore aller chercher toutes ces side quests. Dans les profils, je pense que je suis plutôt du rôle de achiever. Et en allant chercher toutes ces side quests, je sais à chaque fois que je vais passer un petit peu plus de temps sur ces side quests que si jamais j'avais été directement pour l'objectif principal. Mais mon expérience m'a appris et m'a prouvé qu'à chaque fois que j'ai fait ça, je me suis simplifié la tâche pour les objectifs principaux. Et du coup, à chaque fois, je suis plutôt en mode à vouloir les faire. Sauf qu'il y a un temps pour tout. Notamment dans le développement de jeux vidéo, on a pas mal quelques étapes très importantes qui sont la conception, la pré-production, la production, puis alpha, bêta, qui correspondent à des cycles que je ne peux pas vraiment décrire tout de suite. Mais à chacun de ces cycles, il y a un temps pour faire les side quests, c'est-à-dire plutôt en conception, pré-production, un petit peu en production, mais à partir du moment où on est en mode, OK, on est proche d'atteindre la fin, c'est peut-être le moment de, OK, les side quests, c'était bien, mais j'aurais dû les faire avant. Maintenant, il faut que j'arrive à faire avec ce que j'ai. En fait, tout le temps, à partir du moment où vous réalisez que… Alors, pour le marteau et le clou, c'est à partir du moment où vous réalisez que vous êtes en train de réaliser 2 fois la même chose, c'est le moment de vous dire, OK, est-ce que je suis en train d'utiliser un marteau de Maslow?
personnellement, ça m'arrive dans mon travail de voir, OK, je suis en train d'appliquer la même solution. Ça fait 2 fois que je suis en train de le faire. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution ou en fait, il y avait autre chose à aller voir? Puis, des fois, je trouve que oui, il fallait que je change, mais des fois, je suis dit, non, ça marche, ça suffit. Puis, à quel moment commencer cette analyse? Ben, le plus tôt possible. C'est quelque chose que moi, quand j'étais plus jeune, me terrifiait presque quand j'entendais des personnes de mon âge, donc à peu près dans mes 18 ans, qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient faire plus tard. Moi, je sais que je veux faire du jeu vidéo à Montréal depuis que j'ai 14 ans. Depuis que j'ai 14 ans, j'avais commencé d'abord par vouloir faire du jeu vidéo, puis ensuite, je savais que je voulais aller à Montréal très rapidement parce qu'il y avait un article sur Ubisoft, notamment à l'époque. Puis, du coup, je me suis posé cette question extrêmement tôt parce que je savais déjà ce que je voulais faire. Et du coup, cette analyse c'est offerte à moi directement. Donc, toutes les opportunités que j'ai eues pour aller dans ce sens, je les ai saisies. À un moment, je travaillais à Montréal quand je suis arrivé donc de France. Je commençais à travailler quelques jours dans une shop de ski. Et ça a duré 3 jours. Je connaissais rien dedans, mais j'ai appris. Puis j'arrivais à faire mon boulot tranquillement. Puis on m'a proposé de passer testeur QA à Montréal. Puis j'ai pas hésité. J'ai juste quitté ma job, même si la job me permettait de gagner un petit peu plus d'argent. Donc directement, non, je vais aller faire plutôt quelque chose qui me rapproche de mon objectif final. Être résilient. Être extrêmement résilient. Il y a plein de personnes qui veulent faire ça. Tout le monde veut faire ça. Enfin, pas tout le monde là, mais tous les jeunes qui ont passé un petit peu de temps, un peu trop de temps devant la console et que leurs parents étaient en mode, mais là, tu perds ton temps avec ça et puis que tu réponds, non, mais moi, je vais faire des jeux après. Ouais, on est beaucoup à vouloir le faire. Sauf que il faut voir que c'est une compétition. Pour la peine, là, c'est vraiment de la compétition sans être un killer. Mais il faut vraiment avoir en tête qu'il faut vraiment se battre pour réussir à avoir sa place dans l'industrie. À Montréal, il y a une situation qui fait qu'il y a beaucoup de studios, mais cette situation, au bout d'un moment, va atteindre un certain cap, va faire qu'on va avoir suffisamment de développeurs. Pour l'instant, on est dans une industrie en demande à Montréal, mais moi, quand j'étais en France, par exemple, à la fin de mes études, j'ai passé 1 an dans un studio en tant que game designer. Puis ensuite, j'ai passé 1 an au chômage. Je faisais des jeux, des projets, moi perso. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement difficile de réussir à rentrer dans le jeu. Et après, une fois qu'on y est dans un milieu qui est assez foisonnant, on y reste assez facilement. Je mets des guillemets quand même sur facilement. Mais vraiment, un jeune, moi, je lui dis, fais-le, si tu veux le faire, il faut vraiment que tu aies conscience qu'il va falloir que tu aies plus ce qu'on appelle la niaque, c'est-à-dire vraiment l'envie défonçante même de le faire et de réaliser ça. Parce que les objectifs et les challenges qui sont sur le chemin sont énormes. Puis si jamais j'ai un conseil, c'est essayer de penser à autre chose que game designer. Game designer, c'est un métier formidable, mais quand vous rentrez dans l'industrie, vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement une question d'argumentaire, une question de logique, c'est aussi beaucoup de la politique pour réussir à faire passer ses idées à son supérieur. Puis généralement, moi, quand j'étais game designer, j'étais vraiment malheureux au bout d'un moment parce que ce que je veux, c'est faire. Moi, je suis plus un achiever qu'un socializer. Puis pour être un game designer, ça prend vraiment d'être socializer. Donc, éventuellement, pensez à voir aussi toute l'étendue des possibilités qui existent en dehors de tout ça. Puis, il me semble qu'il me reste à peu près 1 minute 30. Je pense que ça va être tout pour les questions, à part s'il y en a peut-être une qui peut être répondue assez rapidement, Flo. Non, je pense que non. Merci beaucoup pour m'avoir suivi, pour vos questions. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura motivé à avoir le goût justement de faire les choses avec un petit peu plus de planification et avec un petit peu plus de joie et d'entertainment. Voilà.